Quand on a des données sous les yeux, on a tendance à y voir des motifs, des schémas. Mais la grande question c'est, est-ce que ce qu'on voit est bien réel? Ou est-ce que c'est juste le hasard qui nous joue des tours? Eh bien, c'est exactement à ça que sert un outil statistique assez puissant qu'on va décortiquer ensemble. Alors pour que ce soit bien concret, imaginez qu'on entre dans un amphi. On jette un œil, on compte, et sur un groupe de 50 étudiants, on a 31 hommes et 19 femmes. Bon, à première vue, ça saute aux yeux, ce n'est pas parfaitement équilibré. Et c'est là que la question se pose. Est-ce que cette différence est juste une bizarrerie de l'échantillon, un coup de pas de chance, ou est-ce que ça cache quelque chose de plus profond, une vraie tendance? C'est cette petite énigme qu'on va essayer de résoudre. Pour y arriver, on va s'appuyer sur une idée qui est vraiment au cœur des statistiques. On va comparer ce qu'on observe pour de vrai avec ce à quoi on devrait s'attendre en théorie dans un monde idéal. Et l'outil parfait pour faire cette comparaison, c'est le test d'ajustement du Qui2. Il faut le voir comme une sorte de règle, une méthode, qui va nous donner un chiffre pour mesurer précisément l'écart entre la réalité du terrain et notre théorie de départ. En stats, pour y voir clair, on met toujours en scène deux histoires qui s'affrontent. D'un côté, il y a ce qu'on appelle l'hypothèse nulle, H0. Elle dit en gros, circuler, il n'y a rien à voir, la répartition est normale, c'est du 50-50, et la petite différence qu'on observe, c'est juste de la chance. De l'autre côté, on a l'hypothèse alternative, H1, qui elle prétend tout le contraire. Pas du tout, l'écart est bien trop grand pour être une simple coïncidence. Notre test va donc jouer le rôle de l'arbitre. Bon, allez, on passe à l'action. La toute première étape, c'est de calculer notre attendu. Si l'hypothèse nulle avait raison, si tout était parfaitement équilibré, alors sur nos 50 étudiants, on s'attendrait logiquement à quoi? Eh bien, 25 hommes et 25 femmes. Voilà notre effectif théorique, c'est notre point de comparaison. Parfait. Maintenant qu'on a nos chiffres observés d'un côté et nos chiffres théoriques de l'autre, on peut lancer l'enquête. Le but, c'est de calculer une valeur unique qui va résumer l'écart global entre la réalité et la théorie. Et pour ça, on a une formule. C'est la fameuse formule du Qui2. Elle peut faire un peu peur comme ça, mais l'idée derrière est très simple. Pour chaque catégorie, donc ici les hommes puis les femmes, on calcule l'écart entre l'observé et le théorique, on met ce résultat au carré, on divise par le théorique, et à la fin, on additionne tout ça. C'est tout. Appliquons-la à nos chiffres. Pour les hommes, on a observé 31, on attendait 25. Donc 31 moins 25 au carré, divisé par 25, ça donne 1,44. Pour les femmes, on a observé 19, on attendait 25. 19 moins 25 au carré, divisé par 25, ça nous donne aussi 1,44. Il ne reste plus qu'à additionner les deux. Et voilà, on obtient 2,88. C'est notre fameux Qui2 calculé. Ce chiffre, et lui seul, résume toute la distance qu'il y a entre la répartition dans notre amphi et une répartition théorique parfaite. Ok, 2,88. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est beaucoup? Pas assez? Comment on décide si cet écart est significatif ou pas? Il nous manque une pièce au puzzle, un seuil de comparaison, une sorte de juge de paix. Et ce juge de paix, le voici. C'est la table de distribution du Qui2. C'est une table de référence, un peu comme un dictionnaire pour les statisticiens, qui nous donne des valeurs seuil qu'on appelle valeurs critiques. Pour trouver la bonne valeur dans cette table, il nous faut deux infos. D'abord, le degré de liberté. Le nom est un peu barbare, mais le calcul est tout bête. C'est le nombre de catégories moins 1. On a deux catégories, hommes et femmes, donc 2 moins 1, ça fait 1. Un seul degré de liberté. Ensuite, il faut choisir un niveau de risque, une marge d'erreur. Par convention, en science, on prend presque toujours 5%. Alors on cherche dans la table à l'intersection de 1 degré de liberté et risque de 5%, et on trouve notre valeur critique, 3,841. C'est l'heure du verdict. On met nos deux chiffres face à face. Notre valeur calculée, 2,88. La valeur critique de la table, 3,94,1. Et le constat est sans appel, notre valeur est plus petite que la valeur critique, on n'a pas dépassé le seuil. La conclusion est donc la suivante. Comme notre valeur n'a pas dépassé le seuil, on n'a pas assez de preuves pour rejeter l'hypothèse nulle. En clair, l'écart qu'on a observé, nos 31 hommes et 19 femmes, n'est pas statistiquement significatif. Il s'explique très bien par les simples aléas de l'échantillonnage, bref, par le hasard. Très bien. Maintenant, passons à une deuxième application du Qui2, tout aussi intéressante. Cette fois, on ne va pas comparer une distribution à une théorie, mais on va se demander si deux variables différentes sont liées l'une à l'autre. C'est le test d'indépendance. Restons dans notre amphi. On pourrait se poser la question suivante, est-ce qu'il y a un lien entre le genre d'une personne et son assiduité en cours? Autrement dit, est-ce qu'un facteur influence l'autre? Pour explorer ça, on a de nouvelles données. On a classé chaque étudiant non seulement par genre, mais aussi selon son niveau d'assiduité, bonne, moyenne ou faible. On obtient ce qu'on appelle un tableau de contingence, qui croise nos deux variables. Et là encore, on retrouve notre duel d'hypothèses. L'hypothèse nulle, H0, affirme qu'il n'y a absolument aucun lien,
que le genre et l'assiduité sont deux choses totalement indépendantes. L'hypothèse alternative, H1, soutient l'inverse. Oui, il y a bien une relation. Les deux variables sont dépendantes. On applique une logique de calcul très similaire à la précédente et on obtient un Qui2 calculé de 9,95. Pour la valeur critique, attention, le degré de liberté a changé. Ici, il se calcule en faisant nombre de lignes moins 1 multiplié par nombre de colonnes moins 1. Donc 2 moins 1 fois 3 moins 1, ça fait 2. Pour 2 degrés de liberté et toujours 5% de risque, la table nous donne une nouvelle valeur critique de 5,99. Le dénouement est très différent cette fois. Notre valeur calculée, 9,95, est bien plus grande que la valeur critique de 5,99. On a largement dépassé le seuil. On peut donc rejeter l'hypothèse nulle sans trop d'hésitation. La conclusion, c'est qu'il semble bien y avoir un lien statistiquement significatif entre le genre et l'assiduité dans ce groupe d'étudiants. Avant de terminer, un point très important. Le test du Qui2 est un super outil, mais comme tous les outils, il a des règles. Il faut s'assurer de respecter certaines conditions pour que les résultats soient fiables. Alors, voici une petite checklist. D'abord, le test marche avec des comptages, des effectifs, pas avec des moyennes ou des pourcentages. Ensuite, chaque observation doit être indépendante des autres. L'échantillon global doit être assez grand et surtout les effectifs théoriques, ceux qu'on calcule, ne doivent pas être trop petits. En général, on dit qu'ils doivent tous être supérieurs à 5. Et voilà, le test du Qui2, au fond, c'est bien plus qu'une formule mathématique. C'est un outil formidable pour aiguiser son esprit critique face aux chiffres. Il nous oblige à toujours nous poser la bonne question. La différence que l'on voit est un vrai phénomène ou une simple illusion créée par le hasard. Savoir y répondre, ça change tout.